Quelques semaines auparavant, sa famille espérait encore la voir remonter sur scène. Pourtant, dans la nuit du 8 juillet, à l'hôpital au Portugal, la voix rauque qui avait bouleversé des millions de personnes s'est éteinte à jamais. Bonnie Tyler n'était pas seulement l'interprète de Total Eclipse of the Heart. Derrière ce timbre devenu légendaire, se cachait une enfance difficile, une opération qui faillit briser sa carrière, un amour de plus d'un demi-siècle et des derniers mois marqués par la maladie. Au printemps 2026, Bonnie Tyler devait encore monter sur scène et retrouver son public. Rien ne laissait penser que quelques semaines plus tard, sa famille annoncerait une disparition aussi brutale. Pourtant, derrière les projets maintenus et les messages rassurants, son état de santé s'était déjà profondément dégradé. À la fin du mois d'avril, puis au début du mois de mai, la chanteuse fut hospitalisée à Faro, au Portugal, après de violentes douleurs abdominales. Les médecins durent pratiquer une opération intestinale en urgence. L'intervention fut lourde et son organisme affaibli ne réagit pas comme on l'espérait. Pour l'aider à traverser cette période critique, Bonnie fut placée dans un coma artificiel. La nouvelle provoqua une première onde d'inquiétude. Plusieurs concerts prévus durant l'été furent annulés ou reportés. Son équipe expliqua qu'elle avait besoin de repos, tout en laissant entendre qu'un retour à l'automne restait possible. Cette perspective entretint l'espoir. Bonnie avait toujours donné l'image d'une femme résistante, capable de surmonter les épreuves. Le 15 juin, un message publié par son entourage annonça qu'elle s'était réveillée. Elle restait cependant très faible, toujours suivie en soins intensifs. Pour ses admirateurs, ces quelques mots furent reçus comme une victoire. Beaucoup imaginèrent déjà la chanteuse en convalescence, retrouvant peu à peu sa voix et son énergie. Personne ne savait encore que ce réveil ne serait une éclaircie fragile. Dans la nuit du 8 juillet 2026, Bonnie Tyler s'éteignit à l'hôpital à l'âge de 75 ans. Sa famille et son équipe déclarèrent être dévastés par cette mort soudaine, survenue alors qu'elle était encore traitée pour la maladie qui l'avait conduite à l'opération. Le contraste entre l'espoir de juin et l'annonce de juillet suffisait à rendre la nouvelle bouleversante. Son décès toucha profondément le public parce qu'il semblait difficile d'associer cette voix immense au silence définitif. Bonnie avait chanté la passion, l'attente, le manque et la survie avec une intensité presque physique. Elle donnait l'impression que rien ne pouvait réellement l'abattre. Sa disparition, loin des projecteurs, rappelait pourtant une vérité simple: derrière l'icône se trouvait une femme vulnérable. Dans les heures suivantes, les hommages affluèrent. Mais au-delà des classements et des refrains célèbres, une question s'imposa. Comment cette femme, née Gaynor Hopkins, timide et issue de milieux modestes du pays de Galles, avait-elle construit une voix que le monde entier reconnaissait en quelques secondes? Pour comprendre cette fin, il fallait revenir bien avant la gloire. Bien avant que le monde ne connaisse Bonnie Tyler, elle s'appelait Gaynor Hopkins. Elle naquit le 8 juin 1951 à Skewen, près de Swansea, dans une famille nombreuse et modeste du pays de Galles. Chez les Hopkins, la musique ne promettait ni richesse ni célébrité, mais elle accompagnait les journées. Sa mère chantait en accomplissant les tâches de la maison, et la petite Gaynor apprit très tôt à reprendre les mélodies qui remplissaient ce foyer simple. Son enfance ne fut pourtant pas entièrement insouciante. Son père, affaibli par la tuberculose, ne pouvait pas toujours travailler normalement. Vers l'âge de 12 ans, Gaynor découvrit à son tour des traces de la maladie dans ses poumons. Cette épreuve aurait pu renforcer son caractère, mais elle resta longtemps une adolescente très réservée. Rien, dans son attitude, ne laissait imaginer qu'elle deviendrait un jour une chanteuse capable d'affronter des salles immenses. À 17 ans, presque par hasard, elle participa à un concours de talent organisé dans un club de rugby local. Son ambition n'était pas encore de bâtir une carrière. Elle espérait surtout gagner un peu d'argent pour s'offrir des vêtements et des produits de beauté. Elle termina deuxième, mais cette place eut plus de valeur que le prix lui-même. Pour la première fois, quelqu'un confirma que sa voix pouvait toucher un public. Gaynor commença alors à chanter le soir dans des groupes locaux, tout en conservant des emplois ordinaires.
Elle travailla notamment dans un entrepôt de produits alimentaires et de confiserie. Le jour, elle menait la vie discrète d'une jeune Galloise. La nuit, elle apprenait à tenir une scène, à maîtriser sa peur et à transformer sa timidité en émotion. Elle adopta d'abord le nom de Shereen Davis. Avec plusieurs formations, elle parcourut les clubs, les pubs et les petites salles de la région. Ces années furent essentielles, car elles lui enseignaient la discipline bien avant la célébrité. Il fallait chanter même lorsque le public parlait, lorsque la salle était froide ou lorsque personne ne semblait écouter. Chaque soirée ajoutait pourtant une couche de confiance à la jeune interprète. Lorsqu'un producteur commença à s'intéresser à elle, on lui demanda de choisir un nom plus marquant. En parcourant des journaux, elle associa deux prénoms trouvés presque au hasard, Bonnie et Tyler. Ainsi naquit une identité destinée à voyager bien au-delà du pays de Galles. Mais son véritable signe distinctif n'existait pas encore. Sa voix était puissante, sans posséder la rugosité qui la rendrait célèbre. Il faudrait une opération, un silence imposé et un geste de désespoir pour qu'elle découvre, dans une blessure, le son qui changerait sa vie entière. Au moment où sa carrière commençait enfin à prendre forme, Bonnie Tyler fut confrontée à une peur que tout chanteur redoute, perdre sa voix. Des nodules s'étaient formés sur ses cordes vocales, provoquant douleur, fatigue et irrégularité. Les médecins lui conseillèrent une opération, suivie d'une période de silence absolu. Pour une jeune artiste encore fragile, cette immobilité ressemblait à une condamnation. Après l'intervention, elle devait éviter le moindre mot. Mais l'attente, l'angoisse et la frustration devinrent trop lourdes. Dans un instant de désespoir, Bonnie poussa un cri. Ce geste, apparemment banal, ralentit la guérison et modifia durablement son timbre. Lorsqu'elle recommença à chanter, sa voix n'était plus la même. Elle était plus rauque, plus grave, traversée d'une fissure que certains auraient pu considérer comme un défaut. Bonnie craignit d'abord que cette transformation ne mette fin à sa carrière. Pourtant, ce qui semblait être une blessure devint peu à peu sa signature. Sa voix possédait désormais une texture immédiatement reconnaissable, capable d'exprimer la force et la fragilité dans une seule phrase. Elle ne chantait plus seulement les mots, elle leur donnait le poids d'une expérience vécue. Cette singularité éclata avec Lost in France, qui lui permit de toucher un public bien plus large. Mais ce fut surtout It's a Heartache, devenu un immense succès en 1978, qui la propulsa sur la scène internationale. Le titre atteignit la 3e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et rencontra un triomphe dans plusieurs pays. Son interprétation, à la fois dure et vulnérable, donnait l'impression qu'elle portait réellement chaque douleur évoquée par la chanson. Cependant, le succès ne résolut pas tout. Son label voulait continuer à l'orienter vers la country et le soft rock, tandis que Bonnie rêvait d'une musique plus ample, plus dramatique, plus proche du rock théâtral. À mesure que les modes changeaient, ces nouveaux titres obtenaient moins d'écho. Elle risquait d'être enfermée dans une formule qui ne lui ressemblait plus. Cette période fut décisive. Bonnie comprit qu'elle ne pouvait pas simplement attendre que l'industrie décide pour elle. Elle devait choisir elle-même la direction de sa carrière, même si cela signifiait prendre un risque immense. Interrogée sur le producteur avec lequel elle souhaitait travailler, elle cita Jim Steinman, l'homme derrière l'univers grandiose de Meat Loaf. Le choix surprit son entourage. Steinman semblait appartenir à un monde musical très éloigné du sien. Pourtant, Bonnie sentait que son nouveau timbre avait besoin d'un décor à sa mesure. La blessure lui avait donné une voix unique, mais il lui manquait encore la chanson capable de la transformer en légende. Au début des années 1980, Bonnie Tyler savait qu'elle devait changer de direction. Ses premiers succès lui avaient offert une place dans l'industrie, mais il risquait aussi de l'enfermer dans une image trop étroite. Elle voulait une musique plus sombre, plus vaste, presque cinématographique. Lorsqu'on lui demanda avec quel producteur elle rêvait de travailler, elle cita Jim Steinman, le créateur de l'univers flamboyant de Meat Loaf. Ce choix parut audacieux. Steinman ne composait pas de simples chansons populaires. Il construisait des morceaux comme des opéras rock, avec des montées dramatiques, des ruptures brutales et des émotions poussées jusqu'à l'excès. Au départ,
Il ne semblait pas convaincu par cette collaboration, mais après avoir entendu les nouvelles maquettes de Bonnie, plus puissantes et plus rock, il comprit que sa voix rauque pouvait porter les tempêtes musicales qu'il imaginait. Quelques semaines plus tard, à New York, il lui présenta une composition longue, étrange et démesurée. Le morceau provenait d'une idée liée à un projet inspiré de Nosferatu. Bonnie sentit immédiatement qu'elle venait de trouver la chanson qu'elle attendait depuis des années. Elle ne chercha pas à la rendre plus sage. Elle accepta ses silences, ses explosions et cette impression de désir impossible. Total Eclipse of the Heart fut enregistré comme une véritable scène de théâtre. La voix de Bonnie ne recherchait pas une perfection lisse. Elle avançait avec ses fissures, sa force et sa fragilité. À chaque refrain, elle semblait lutter contre l'effondrement. Cette tension transforma la chanson en phénomène mondial. En 1983, le titre atteignit la première place du Billboard Hot 100 et y resta pendant 4 semaines. Il domina aussi les classements de plusieurs pays. L'album Faster Than the Speed of Night connut un immense succès, tandis que Bonnie reçut une nomination aux Grammy Awards pour sa performance vocale. Le clip renforça encore la légende. Réalisé par Russell Mulcahy, il montrait Bonnie errant dans les couloirs d'un établissement mystérieux, vêtu de blanc, entouré de jeunes hommes, de danseurs, d'athlètes et de silhouettes irréelles. Les yeux lumineux, les gestes étranges et l'architecture gothique donnaient l'impression d'un rêve inquiétant. L'image correspondait parfaitement à la chanson, romantique, excessive et hantée. Mais un succès aussi gigantesque possède toujours un revers. Total Eclipse of the Heart fit de Bonnie Tyler une star mondiale, tout en créant une attente presque impossible à satisfaire. Désormais, chaque nouveau titre serait comparé à ce monument. Après avoir atteint le sommet, elle devait encore prouver qu'elle pouvait survivre à sa propre légende. Après le triomphe de Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler aurait pu se contenter de revivre éternellement la même gloire, mais elle refusa d'être réduite à une seule chanson. Elle savait que le succès peut devenir une prison lorsque le public attend toujours le même miracle. En 1984, Holding Out for a Hero, enregistré pour le film Footloose, lui offrit un nouveau souffle. Le morceau, lié à l'univers spectaculaire de Jim Steinman, associait urgence, puissance et romantisme. Même s'il ne reproduisit pas le parcours de Total Eclipse aux États-Unis, il devint un hymne mondial, repris dans des films, des séries, des publicités et des concours de chant. Bonnie reçut plusieurs nominations aux Grammy Awards, notamment pour Total Eclipse of the Heart, pour l'album Faster Than the Speed of Night et pour Here She Comes. Pourtant, les années suivantes furent moins simples. Les goûts changeaient, de nouvelles vedettes apparaissaient, et l'industrie se montrait moins attentive aux artistes liés à une décennie précise. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, sa présence dans les classements diminua. Mais en Europe, elle conserva un public fidèle. Elle continua d'enregistrer, de voyager et de monter sur scène devant des spectateurs venus retrouver leur jeunesse. Elle ne considérait pas ses concerts comme une retraite nostalgique. Pour elle, chanter restait un métier vivant, exigeant, presque physique. En 2013, elle représenta le Royaume-Uni à l'Eurovision avec Believe in Me. Sa 19e place fut modeste, mais sa participation prouva qu'à plus de 60 ans, elle acceptait encore le jugement du public. 4 ans plus tard, elle interpréta Total Eclipse of the Heart à bord d'un navire pendant une éclipse solaire, offrant à sa chanson une scène presque irréelle. Ces titres continuèrent à renaître grâce au cinéma, à la télévision et aux réseaux sociaux. Holding Out for a Hero fut adopté par de nouvelles générations et par un public qui entendait un appel à la liberté, à la force et au dépassement de soi. Bonnie devint ainsi plus qu'une voix des années 80, elle devint un repère culturel. En 2021, elle publia son 18e album studio, The Best Is Yet to Come. Le titre résumait son tempérament. Même après des décennies de carrière, elle refusait de regarder uniquement derrière elle. Entre les tournées, les distinctions et ses souvenirs, elle continuait à travailler comme si une nouvelle étape restait toujours possible. Mais derrière cette énergie publique existait une vie plus discrète. Depuis avant la célébrité, un homme partageait ses réussites, ses absences et ses blessures.
Son histoire avec Robert Sullivan allait révéler une autre facette de Bonnie, loin des lumières et des refrains héroïques. Bien avant que Bonnie Tyler ne devienne une star mondiale, Robert Sullivan connaissait déjà Gaynor Hopkins, la jeune chanteuse galloise encore inconnue. Ils se rencontrèrent à la fin des années 1960, alors qu'elle se produisait dans de petites salles, loin des caméras et de la célébrité. Ils se marièrent en 1973, quelques années avant les premiers grands succès de Bonnie. Robert avait lui aussi connu la discipline de la compétition. Judoka de haut niveau, il avait représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Plus tard, il se tourna vers les affaires et l'immobilier, tout en restant l'homme discret qui accompagnait son épouse sans chercher la lumière. Leur mariage traversa plus d'un demi-siècle. Il résista aux tournées, aux longues séparations, aux changements de pays et au rythme imposé par la gloire. Bonnie expliquait qu'elle pouvait rentrer chez elle et redevenir simplement elle-même. Robert retrouvait alors la femme avec laquelle il avait partagé les années difficiles, bien avant des disques d'or et les salles combles. Le couple partagea sa vie entre le pays de Galles et le Portugal, devenu essentiel dans leurs dernières années. Cette stabilité privée contrastait avec l'intensité des chansons de Bonnie. Sur scène, elle chantait les passions impossibles et les amours déchirés. Dans la vie, elle avait construit une relation durable, fondée sur la fidélité, l'humour et une confiance patiemment entretenue. Pourtant, leur histoire porta aussi une douleur silencieuse. Bonnie et Robert n'eurent pas d'enfants. La chanteuse connut une grossesse tardive, suivie d'une fausse couche, une épreuve qu'elle évoqua avec pudeur. Elle reconnut que ne pas être devenue mère restait l'un de ses grands regrets. Mais elle trouva de l'affection auprès de sa famille élargie, de ses neveux, de ses nièces et de proches qui connaissaient la femme derrière la voix. Après la mort de Bonnie, beaucoup attendirent une déclaration spectaculaire de Robert. Pourtant, aucune prise de parole directe et vérifiée ne vint immédiatement rompre son silence. Il serait injuste d'inventer des mots à sa place. Sa réserve pouvait simplement être celle d'un homme qui venait de perdre la compagne de toute une vie après plus de 50 ans de souvenirs. Les hommages adressés à Bonnie furent aussi des messages de soutien pour lui. Derrière chaque chanson désormais réécoutée, Robert retrouvait une histoire intime que le public ne pouvait connaître entièrement. Mais au-delà de leur maison devenue silencieuse, une autre question demeurait. Que reste-t-il d'une artiste lorsque sa voix cesse de vivre dans le présent mais continue de résonner partout dans le monde? Après la disparition de Bonnie Tyler, ses chansons ne cessèrent pas de vivre. Elles continuèrent à surgir dans les films, les séries, les publicités, les concours de chant et les soirées où plusieurs générations se retrouvaient autour des mêmes refrains. Total Eclipse of the Heart n'était plus seulement un succès de 1983, le morceau était devenu une mémoire collective. Chaque fois qu'une éclipse solaire attirait l'attention du monde, la chanson revenait dans les classements et sur les plateformes. Chaque fois qu'un film cherchait une émotion excessive, romantique ou héroïque, la voix de Bonnie retrouvait sa place. Holding Out for a Hero connut la même renaissance, notamment auprès d'un public plus jeune qui ne l'avait jamais entendu à sa sortie. Cette longévité reposait d'abord sur un son impossible à confondre. Bonnie ne possédait pas une voix parfaitement lisse. Son timbre portait une cassure, une rudesse et une vulnérabilité qui donnaient aux paroles une vérité immédiate. Elle pouvait sembler forte et blessée dans la même phrase. C'est précisément cette contradiction qui rendait ses interprétations si humaines. Son héritage dépassait pourtant les deux titres les plus célèbres. It's a Heartache avait déjà prouvé qu'elle pouvait toucher le public mondial avant sa rencontre avec Jim Steinman. Ses albums, ses tournées, l'Eurovision et ses collaborations témoignaient d'une carrière construite sur plus de 5 décennies. Elle n'avait jamais accepté de devenir une simple silhouette enfermée dans les années 80. Après l'annonce de sa mort, les hommages se multiplièrent. Des artistes comme Rod Stewart, Bryan Adams, Cliff Richard ou Tony Hadley saluèrent sa voix, son énergie et sa générosité. Catherine Zeta-Jones évoqua aussi une femme chaleureuse, drôle et profondément attachée à sa famille. Ces témoignages dessinaient un portrait différent de l'icône spectaculaire, celui d'une personne simple, fidèle et attentive aux autres. Bonnie Tyler laisse également l'image d'une femme qui transforma plusieurs fragilités en force. Une enfance modeste, la maladie, une opération risquée,
La peur de perdre sa voix, les périodes de déclin et les blessures de la vie privée ne l'empêchèrent jamais d'avancer. Son parcours rappelle qu'une carrière ne se mesure pas seulement au nombre de semaines passées au sommet, mais à la capacité de rester présente dans la mémoire. Elle avait chanté les cœurs brisés, les attentes impossibles et la lumière soudainement cachée. Pourtant, sa propre lumière ne s'éteignit pas avec elle. Quelque part dans une voiture, une salle de cinéma ou une fête, les premières notes de Total Eclipse of the Heart continuent de retentir. Et pendant quelques minutes, Bonnie Tyler semble encore être là. Bonnie Tyler laisse derrière elle bien plus qu'un immense succès des années 80. Elle a prouvé qu'une blessure pouvait devenir une identité, que le silence imposé pouvait faire naître une voix unique et qu'une artiste pouvait traverser les décennies sans renoncer à elle-même. Aujourd'hui, la chanteuse a quitté la scène, mais son timbre rauque continue de vivre. Chaque fois que résonnent les premières notes de Total Eclipse of the Heart, son histoire, sa force et sa lumière reviennent avec elle.